souvent, on s'engage dans l'immobilier quand on a 17-18 ans, on vient de passer le bac. On a une certaine image, on est dans un monde parallèle, on voit énormément de choses, mais après, quand ils arrivent en première année et que simplement j'affiche le mot prospection, déjà, ça commence un petit peu à... Tu la veux, ta putain de guerre. Exactement, tu vois. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Le Grand Talk. Alors, on est à l'émission numéro 9 et je suis ravi de vous retrouver pour cette émission avec un invité vraiment super parce que cet invité, il est formateur, il est aussi créateur de contenu et on a préparé l'émission autour de ces thèmes. C'est l'art de la prospection et de la négociation et j'ai l'honneur de vous présenter Maher. Bonjour Maher, comment vas-tu ? Bonjour. Alors merci d'avoir accepté l'invitation, je suis vraiment très content. Merci à vous de m'avoir invité déjà. T'as fait beaucoup de routes ? J'ai fait beaucoup de routes pour venir vous voir. Bah écoute, je suis vraiment très touché, on est touché avec toute l'équipe et vous voyez alors notre équipe de chroniqueurs, on a Alexandre Cordani, Monsieur Secret de Pige, Monsieur Secret d'Investisseur. C'est moi. Écoute, je crois que tu sais, les DAB, c'est obsolète, c'était en 2014, maintenant c'est... Ah, c'est vrai ? Ouais. Alors, c'est quoi maintenant ? C'est fini. Alors, la dernière fois, j'ai parlé de tatailler, c'était obsolète. Là, je fais un DAB, c'est obsolète. Tu sais, dans la chaîne, on a des 25 à 34 ans, la majorité. Ok. Donc, il va falloir que tu te mettes au goût du jour. Donc, c'est Naya Nakamura. Ok. Et on a Je la voulais dire technique. autre chose, mais je vais pas le dire. Oui, on le gardera tout à l'heure pour Ok. le bêtisier. On a Alain à la technique. Bonjour Alain. Je vois que vous êtes en pleine forme. Bonjour à tous et à toutes. Et puis, bonjour à notre invité de Marc. Et puis, j'espère que l'émission va bien se passer. Vous êtes accrochés, vous avez vos ceintures, tout va bien. Donc, c'est parfait. Super. Alors aujourd'hui, pour l'émission, on a plusieurs choses. Maher, il sévit en ce moment sur LinkedIn. Je vois que tu nous envoies en fait du contenu. Moi, quand je t'ai eu en échange téléphonique, à chaque fois, il a fallu que je prépare un large spectre au niveau de de mon agenda, parce qu'on n'arrête pas de discuter ensemble. Et exactement, on a parlé d'énormément de sujets en fait. Ouais. Et déjà c'est cool parce qu'on a rapidement sympathisé, on s'est trouvé des points communs et on s'est aperçu qu'on était de la même génération et qu'effectivement on voyait un petit peu les choses de manière similaire. Et c'est plutôt agréable et plutôt sympa. Donc, Et oui. C'est pour ça qu'il a ramené le téléphone, en fait. Voilà. Voilà, ça c'est la génération. Alors, C'était en votre fait, point commun. J'osais pas le dire, on avait la C'est vrai qu'à un génération moment donné, Club d'eau. Alors, je me suis amusé tout à l'heure pour l'anecdote à vouloir reproduire un numéro d'aujourd'hui à 10 chiffres. Je crois qu'au bout de 10 minutes, j'ai toujours pas eu mon correspondant. Ah, la pige téléphonique. La pige téléphonique avec ça doit être l'enfer. Hein. Ouais, tu pourrais nous faire un petit test. Surtout si on a des ongles. Hein. Alors là... Non, mais vous allez voir, Maher est expert en pige téléphonique, en prospection terrain. Et j'aimerais d'ailleurs qu'il nous donne un petit peu son parcours parce que au niveau de l'activité commerciale et terrain, où c'est un petit peu ce que tu aimes le plus, enseigner au niveau de la formation. En fait, tu formes des personnes à l'ESPI. Alors, déjà en soi, je suis formateur et consultant. Oui. Donc, je forme. Alors, on va dire que mon audience est assez large. Je forme des élèves qui commencent la première année de bachelor jusqu'à la deuxième année de master. Je forme aussi des demandeurs d'emploi en reconversion. Je forme des consultants, je forme des agents immobiliers avec le statut de consultant en entreprise sur le terrain. C'est-à-dire que je vois vraiment énormément de personnes, en fait, énormément de monde. Ça va du débutant qui veut apprendre déjà par la théorie en passant par l'école au professionnel sur le terrain qui veut se perfectionner. D'accord. Donc en fait, tu as différents process Tout à fait. pour déjà montrer aux débutants ce que c'est réellement le métier de l'immobilier, c'est-à-dire les mettre à rude épreuve. Exactement. Donc Alors, tu nous raconteras ça juste après. Ouais, surtout pour les débutants, c'est tout de suite leur montrer la réalité. Souvent, on s'engage dans l'immobilier quand on a 17-18 ans, on vient de passer le bac. On a une certaine image, on est dans un monde parallèle, on voit énormément de choses, mais après, quand ils arrivent
en première année et que simplement j'affiche le mot prospection déjà, ça commence un petit peu à trembler. Tu la veux ta putain de guerre. Exactement, tu vois, donc tu les enfermes dans un trou. Au début c'est ça, et puis petit à petit après ils font des stages, ils se perfectionnent et ensuite on passe réellement aux choses sérieuses, donc il y a plusieurs étapes. Et sur le terrain c'est plus on va dire du perfectionnement où on va dire j'apporte des bases qu'ils n'ont pas eu, parce qu'aujourd'hui on sait un petit peu comment est le métier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de débutants, il y a beaucoup de turnover et souvent les entreprises n'ont pas la possibilité ou le temps pour pouvoir former, et moi j'interviens justement à ce moment-là, ou alors j'interviens aussi et j'ai des agents immobiliers qui sont expérimentés en soi, qui sont partis sur des mauvaises habitudes, qui ont perduré, et donc je suis là pour leur rappeler éventuellement les fondamentaux. Et des fois, on a des croyances limitantes, donc tu vas aider. Exactement. Tu nous expliquais, et on reviendra tout à l'heure, parce que je voulais voir un petit peu ton parcours, que en fait, au niveau des formations, tu vas carrément faire des ateliers téléphoniques pour appeler les propriétaires. Exactement. Et donc tu vas vraiment, comme on dit un petit peu, on tape dans le dur. L'idée aujourd'hui, c'est que tu ne peux plus te contenter que de la théorie. Il faut qu'il y ait une partie de pratique, te confronter à la réalité, justement. Pour montrer que c'est réalisable ? Pour montrer, que c'est réalisable, que tu peux le faire, et surtout, l'avantage, c'est que souvent, quand tu es tout seul, tu veux pas le faire. Il y a une barrière, t'as pas confiance, t'as pas envie, t'as peur de te faire accrocher au nez, etc. Et le fait de le faire justement en atelier, en équipe, de pouvoir se corriger, et si en plus c'est animé et que derrière il y a un challenge, etc., du coup tu prends confiance en toi, et du coup derrière après ça peut commencer à devenir un automatisme et pouvoir le faire. Il y a quelque chose d'intéressant à l'époque, je te parlais, je travaillais pour un gros réseau où j'avais la chance de pouvoir animer ce genre d'atelier aussi, où la pratique rejoignait la théorie. C'est qu'en fait, t'amènes de la matière, c'est-à-dire que les paroles c'est une chose, mais on est jugé que par les actes. Et lorsqu'on sort en prospection ou lorsqu'on montre que ça peut fonctionner, parce que t'es attendu au virage en fait. C'est des petites structures, c'est pas des grosses entités, donc en définitive tu n'es reconnu non pas que par tes pairs ou par un diplôme, mais simplement sur le fait de vas-y, tu nous dis d'aller au casse-pipe, mais on voudrait savoir si ça fonctionne. Et je pense que le métier de formateur devrait déjà au départ passer par là, c'est-à-dire on enseigne la théorie, mais surtout on prouve par la pratique. On prouve par la pratique déjà, exactement, mais comme je dis toujours, on ne peut pas se contenter d'apprendre un métier simplement en le lisant ou en le regardant. À un moment donné, il y a beaucoup de choses qui rentrent, qu'il faut prendre en considération. La dernière fois, je regarde votre émission et je crois que c'était Idriss. Alors c'est quelqu'un que je respecte, que je regarde, etc. Oui, Idriss Drira. Il expliquait qu'il avait analysé, observé beaucoup d'agents immobiliers et qu'aujourd'hui, il pensait être en mesure de pouvoir faire la même chose en fait. Oui, parce que lui, il est chasseur immobilier, je le rappelle en fait exactement. pour notre audience, et il appelle des confrères qui possèdent le mandat. Il se retrouve confronté à un panel de conseillers immobiliers où des fois il reçoit un bel accueil, un accueil moins bon. Ouais, mais ça c'est alors je vraiment en toute objectivité, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait, mais c'est pas en regardant. Je peux regarder par exemple Kylian Mbappé jouer tous ces matchs, c'est pas pour autant que je vais être meilleur ou que je vais arriver à faire la même chose. Oui, mais tu peux voir quelqu'un qui joue en Ligue 2 qui est peut-être moins bon. Justement, ou alors je peux regarder tous les films de De Niro, ça veut pas dire que je vais être aussi bon acteur. C'est-à-dire qu'en fait, je peux apprendre éventuellement la théorie, mais sur la pratique, il y a des choses éventuellement, il y a des choses il y a du ressenti, il y a des émotions, il y a de l'écoute. En théorie, on n'apprend pas à écouter de manière générale. Et sur le terrain, c'est très différent. Il faut savoir aussi improviser, il faut savoir s'adapter, etc. Il faut pouvoir analyser, créer une ambiance. On n'apprend pas à créer une ambiance, à sympathiser. Ça, c'est du ressort, on va dire, un petit peu de l'humain, du naturel, etc. Et il faut pratiquer pour pouvoir mettre en pratique tout ça à un moment donné. D'accord. Avoir la théorie, effectivement, oui, pour pouvoir à un moment te diriger, mais si tu n'as pas la pratique, ça peut être très compliqué derrière. Pourquoi ? Je le vois toujours. Il y a des mecs qui comprennent, c'est les premiers de la classe, ils ont tout compris, etc. Et puis face à leurs clients, justement, ils savent pas gérer le stress, ils savent pas gérer leur discours, etc. Et ils ne suivent pas, on va dire, les trames ou la méthode, et donc du coup, ils se retrouvent un petit peu à tremblé et à merder sur le terrain. En fait, il faut qu'il y ait c'est l'entraînement. C'est l'entraînement qui permet justement de. Et ça se fait avec la pratique, justement. Parce qu'une trame et une méthode, ça se suit, mais ça se suit, ça s'intègre. À partir du moment où
tu veux la suivre, c'est qu'à un moment donné, tu vas pas y arriver. Ouais. Parce qu'en fait, si t'attends d'être devant ton client pour lire ton mode d'emploi, Exactement. c'est trop tard. Ouais. Donc il faut l'intégrer avant. Il faut l'intégrer, mais comment tu l'intègres justement en pratiquant. Exactement, on est d'accord. Pratiquant. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose, parce que tu parles en fait de légitimité. Sur ton parcours, tu as été commercial, dans l'immobilier, aussi dans le domaine des... Je vais résumer mon parcours assez rapidement. Donc j'ai passé un bac, ensuite je suis allé à la fac, j'ai passé un diplôme qui n'existe plus, ça s'appelait un DUG. Voilà, je sais même plus ce que ça vaut aujourd'hui. Après, par la suite, j'ai continué vers une licence maîtrise en communication commerciale et stratégie. Voilà. Dès que j'ai terminé mes études, il fallait que je trouve du boulot, et la première entreprise dans laquelle je suis rentré, c'était vraiment, j'avais vu une annonce sur la vitrine, c'était une agence qui vendait des fenêtres. Une entreprise qui vendait des fenêtres et qui recherchait dans un premier temps un prospecteur. Voilà. Et donc j'ai accepté. Dans un premier temps, c'était à temps partiel. Le but était simplement de prendre des rendez-vous pour les commerciaux. D'accord. Donc aller sur le terrain, faire du porte-à-porte, faire du téléphone, et puis rapidement ça m'a plu, j'y suis allé avec... T'as été à la bonne école ? J'ai été à la bonne école, justement j'allais venir, donc on m'a très bien formé, et j'ai été formé, on va dire, par des gens qui n'ont... C'était début des années 2000, la personne qui m'a recruté, qui m'a formé, je me rappelle très bien, c'était un ancien vendeur d'aspirateurs dans les années 70, qui a fait aussi de l'encyclopédie dans les années 80, et quand les encyclopédies ont commencé un petit peu à disparaître, il a fallu trouver un nouveau produit, et il s'est lancé dans la fenêtre. Et du coup, j'ai été formé par ce type de personnes, c'est-à-dire sans a priori, y aller, toquer un maximum de portes pour avoir un maximum de résultats. La théorie, c'était qu'il fallait au minimum toquer par jour à une centaine de portes pour pouvoir espérer avoir un rendez-vous. Donc ça fait du volume en fait, c'est-à-dire que tu toques à 100 portes, tu en as à peu près 40 qui vont s'ouvrir, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui veulent pas ouvrir. Sur les 40, il y en a à peu près une vingtaine qui sont dans la cible, sur les 20 qui sont dans la cible, il y en a peut-être 5 qui vont t'écouter, il y en a peut-être un que tu vas réussir à convaincre justement pour prendre un rendez-vous. Et donc justement mon boulot c'était de faire ça tous les jours, et aussi au téléphone. Et par la suite, j'ai commencé à commercialiser moi-même à honorer les rendez-vous que je prenais. Et puis ensuite j'ai commencé à travailler de manière un peu plus sérieuse avec eux en tant que commercial vendeur de fenêtres, et j'ai évolué. J'ai changé ensuite de société pour passer chez le concurrent, et donc j'ai fait ça pendant pas mal de temps, pas mal d'années. Donc c'est assez fatigant, c'est une carrière, ça use. Donc aller jusqu'à 5 ans, c'est dans la fenêtre, je pense qu'Alain connaît un petit peu le métier, énormément de turnover, c'est très fatigant. Et puis ensuite derrière, j'ai suivi un ancien responsable qui était dans l'immobilier, et là du coup je suis rentré dans l'immobilier. Et donc là, en fait, tu t'es reconverti au niveau de l'immobilier, et donc tu as dû recommencer à reprendre. Alors, je ne me suis pas converti, en fait, j'ai simplement changé de service. C'est-à-dire que j'ai été formé pas à vendre, pas à commercialiser, j'ai été formé à prospecter. D'accord. Voilà. C'est intéressant. Donc du coup, je me suis retrouvé dans l'immobilier à faire exactement ce que je faisais pour la fenêtre, à aller toquer aux portes, à contacter les gens, à passer des coups de téléphone. Et donc du coup, j'ai continué à prospecter, en fait, tout simplement, mais en me proposant un service différent. Par contre, j'ai compris que lorsqu'on est dans la fenêtre, on prospecte pour vendre généralement, mais dans l'immobilier c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'on est au milieu justement d'une négociation tripartite avec un vendeur et un acheteur, et j'ai compris par la suite qu'il fallait être vendeur avec celui qui achète et négociateur avec celui qui vend. Et donc en fait c'est plus du tout la même démarche. J'avais des méthodes plus ou moins un petit peu agressives, du coup on m'a un petit peu recadré à ce moment-là, et là j'ai compris la réalité, on va dire, du métier. Et donc j'ai été agent immobilier pendant quelques temps, et ensuite j'ai eu des responsabilités d'encadrement et de formation. Et depuis 4 ans aujourd'hui, je suis à mon compte, j'ai créé ma propre activité, je suis du coup formateur consultant, et à côté de ça professeur dans plusieurs écoles, notamment à l'ESPI, qui est l'école supérieure des professions immobilières. Et je donne aussi des cours en fac, dans 2 facs, il y a des avocats, il y a des notaires justement. Pour leur cabinet de transaction. Pour leur cabinet de transaction. Aujourd'hui, ça a été inclus justement dans leur programme. Ça ne l'était pas il y a jusqu'à quelques années. Donc les avocats et les notaires... voilà, en fonction justement des orientations et des options qu'ils prennent, ils ont des cours de transaction immobilière maintenant. Donc ils veulent apprendre la prospection ? Non, pas la prospection, la commercialisation essentiellement, et le métier de l'immobilier en fait. D'accord. La prospection, pas vraiment. Je ne pense pas qu'ils aient besoin de prospecter en soi, surtout les notaires. Ça arrive tout seul ? Ça arrive tout seul, mais surtout au niveau de la commercialisation, tout ce qui est prise de mandat, les visites, etc. Et on va dire plus aussi des méthodes commerciales.
Voilà, ils sont plutôt assez juridiques. Et donc, du coup, aujourd'hui, alors c'est pas toutes les facs de droit qui le font. Certaines prennent l'initiative justement de rajouter ça à leur programme. Et donc, du coup, aujourd'hui, je travaille dans 2 facs justement. Donc, en fait, après avoir travaillé, tu retournes à la fac. Exactement. Ouais, alors, je m'assois pas, je suis debout déjà. Ouais, non, t'es de l'autre côté. T'es derrière les caméras. Et puis voilà, mais c'est riche d'enseignement. Autant pour moi déjà en soi, c'est vraiment, en fait, j'ai pas réellement changé de métier. C'est ce que je dis toujours, c'est que j'étais face à des clients. Aujourd'hui, je suis face à des élèves et j'ai exactement la même soupe à vendre en fait. C'est-à-dire que j'essaie de leur expliquer un truc, de les ramener à la réalité, de leur expliquer un petit peu le contexte. Comment les choses fonctionnent, comment les choses marchent. Simplement, d'un côté, je parle de mandat et l'autre, je parle, on va dire, de méthodologie ou de principe. Quelles sont les choses les plus difficiles que tu vois pour tes élèves qui ont du mal à digérer ou à apprendre ? C'est la prospection, clairement. C'est la prospection. C'est le point le plus dur. C'est le point le plus dur. Pourquoi ? Parce que, alors, je parle des élèves en école. Alors, sur le terrain, effectivement, c'est différent, mais je parle des élèves en école. Comme je disais, ils arrivent dans l'immobilier en première année, la plupart, ils ont passé le bac, ils ont entre 17 et 18 ans. Donc c'est soit, on va dire, un fantasme, mais ils ont, on va dire, j'en ai beaucoup qui connaissent pas réellement le métier d'agent immobilier, le métier de l'immobilier. Ils veulent en faire, ils regardent les Stéphane Plaza à la télé, etc. Ou alors à chaque fois qu'ils regardent une vidéo YouTube, ils voient toujours une petite publicité d'investissement, d'investisseurs, etc. Qui peut être rentier, alors que ça fonctionne pas comme ça. Ils rentrent déjà dans un process. La première année, la deuxième année, c'est de la transaction immobilière. Ensuite, on passe éventuellement à la gestion et en master. Ensuite, on est sur la promotion immobilière. Donc en fait, il y a des étapes, mais déjà tout de suite, la première année, on les met dans le bain. Ils écoutent beaucoup les vendeurs de rêves sur YouTube. Ouais. Alors malheureusement, ça, pour moi, c'est comment dire, je trouve ça un petit peu dommageable dans la mesure où déjà ce qu'ils leur vendent, déjà en soi, on sait pas ce que c'est. Voilà, soyez rentier, gagnez de l'argent, arrêtez de travailler, ok d'accord, mais après derrière, tu t'inscris à la formation, faut que tu payes 100 €, etc. Quand on regarde au final c'est un business, alors moi en tant que formateur, j'essaie d'apprendre tous les jours, et j'ai fait 2 de ces formations-là, et je me suis aperçu que, déjà les 2 que j'ai fait, je mets pas tout le monde dans le même panier, on est bien d'accord, les 2 que je fais, c'était simplement donner des informations sur le crédit in fine. D'accord. Et on se demande crédit in fine, comment acheter sans forcément. Et on se demande pourquoi, s'ils sont rentiers et qu'ils roulent en Ferrari, pourquoi ils ont besoin de vendre des formations. Et je te remercie beaucoup parce que c'est la première question que je pose. Si tu as besoin d'être rentier, limite même, tu gardes le truc pour toi. Si tu as trouvé un filon, pourquoi tu le partages à tout le monde et du coup tu diminues ta part. Et deuxième truc, pourquoi tu fais payer ? Exactement. Clairement. Et ça c'est ce que je leur dis toujours. Mais il faut savoir qu'ils rentrent avec une certaine idée, même quand ils regardent le programme. Le problème, c'est que peu importe ce vers quoi tu vas t'orienter, la prospection est la base pour tout, que ce soit pour la gestion copro, que ce soit pour la promotion immobilière ou que ce soit justement pour la transaction. La transaction, on connaît le métier, il faut trouver des clients et des mandats. La gestion de copro, c'est pareil. Si tu n'as pas de copropriété, si tu ne prospectes pas, si tu ne cherches pas justement des copropriétés pour pouvoir justement les rentrer en mandat de gestion, tu ne vas rien gérer du tout. La promotion immobilière, c'est exactement la même chose. On parle de prospection foncière. Si tu ne prospectes pas pour trouver un terrain, tu ne vas rien construire du tout. Tu ne vas rien vendre du tout. Donc de toute façon, dans tous les métiers, la prospection est la base et mon rôle, c'est de leur expliquer la base justement de ça. Et oui. Il faut se vendre aussi en prospection. Et il faut se vendre, mais ils ont du mal avec ça. Démarcher, aller expliquer. Alors, et c'est ça qui est complètement paradoxal parce que, alors, j'ai de super bons éléments, de super bons élèves, vraiment. Mais souvent, ce qui est paradoxal, c'est que je vois des élèves qui sont plutôt timides, qui hésitent à y aller, qui ont peur de faire, etc. On les voit en stage ou dans les ateliers que j'organise. Pourtant, derrière, je suis assez curieux. Je regarde sur YouTube, je regarde leur compte TikTok, et puis ils s'affichent à faire des danses, etc. avec 10 000 vues, alors qu'ils sont pas en mesure, à un moment donné, de pouvoir franchir cette barrière. C'est marrant. Comment tu l'expliques ? Ça, j'ai toujours cette explication. Ça n'a rien à voir. Enfin, moi, j'ai une idée. Rien à voir. Est-ce que tu penses que c'est culturel ? Est-ce que la culture en France fait que il faut rester humble ? Alors, faut rester humble. Bonne question. Alors, effectivement. Tu sais, aux États-Unis, beaucoup se mettent dès leur plus jeune âge. Je sais pas si vous voyez, on fabrique de la limonade. Et les élèves se mettent sur les lotissements pour vendre de la citronnade et dès leur plus jeune âge. Nous, en France, on n'a pas la même culture de la vente. Ah oui, j'ai vu ça dans Desperate Housewives. Alors, je vais te dire, effectivement, on n'a pas la même culture. Mais là, je vais te partager une expérience avec mes enfants. Peut-être avec le muguet une fois par an. Alors, j'ai des enfants et le plus grand, mon fils qui a 10 ans,
il commence à avoir l'âge de vouloir, d'acheter, l'argent de poche, etc. Et il a pas mal d'affaires, il a pas mal de vêtements que quand il était petit, dont il ne sert plus. Et je lui dis, écoute, t'as une C'est solution. intéressant ce que tu dis. T'as une solution. Regarde, t'as le téléphone de ta maman, tu crées un compte Vinted et tu mets tout sur Vinted. Ouais. Et il s'est mis à le faire. Voilà, donc pourquoi je fais ça ? En soi, moi, je suis un commercial, etc. Donc, mais c'est toujours C'est de pas intéressant attendre que ça tombe. de C'est pas qui- attendre que ça tombe, Ouais. de les responsabiliser, etc. Et petit à petit, il reçoit des messages et les mecs qui négocient. Et il a 10 ans, il négocie avec des mecs de 30 ans. Voilà, parce que voilà, t'as des personnes qui veulent acheter ses jouets pour des jouets Mais pour ça leurs serait enfants. plus rentable de lui demander de faire du porte-à-porte pour lui vendre des fenêtres, non? Alors, quand même pas, on veut pas aller jusque là. Et là, il attend juste qu'on va dire qu'on reprenne Le une pauvre. vie normale. Et là, il attend Il juste a 10 ans. il attend juste qu'on reprenne une vie normale pour pouvoir faire les vides-greniers maintenant. D'accord. Ah oui, t'es Donc, sur les vides-greniers. C'est lui qui m'a. Excellent. Voilà. Et du coup, alors là effectivement, là. les Américains. Tu sais le font que beaucoup, Gary mais je suis Vee- pas le seul. Gary Vee, est-ce que vous connaissez le coach et l'entrepreneur Gary Vaynerchuk. On Ouais, demandera à j'en ai Steven. Non, mais alors on demandera à Steven, et s'il regarde la vidéo, tu peux, Steven, Salut, Steven. nous donner la réponse. Mais j'ai vu au travers des vidéos que sa passion est de faire les vides-greniers aux États-Unis. Donc on le voit, il se retrouve à acheter des jouets. Et puis donc il négocie. C'est-à-dire Ouais. que lui, il n'a même pas besoin financièrement d'aller le faire. Mais il est tellement passionné par l'art de négocier et de vendre qu'il continue à le faire parce que c'est comme une sorte de de besoin de drogue. Je sais pas je comment pense dire que ça. c'est plutôt pour son besoin d'image, non Non, parce qu'on le voit une fois, il le met et en fait il est toute la journée en vidéo sur des coachings. Si vous allez chercher dans les vidéos, des fois il y a des vidéos qui sortent comme ça du lot où il montre ce qu'il fait le week-end. Mais je te promets. Alors si tu penses que après, Alain, c'est- sois ok, gentil ça avec marche. Gary Vee parce que. Mais je suis gentil avec Gary. Voilà. On va d'ailleurs la semaine prochaine, si on peut emmener Alain en vide-grenier pour qu'on aille. La semaine prochaine, je suis pas là. Je suis. Tu sais bien où. Ok. Et donc la semaine prochaine. On y sera ensemble d'ailleurs. J'espère bien. J'attendais que tu puisses donc à la conférence, c'est ça? Quelle conférence? À la réunion l'Eventimo. Ah oui, exact. C'est ça, l'Eventimo. Voilà. Moi, Donc- j'aimerais poser une question à Maher. Tu parlais tout à l'heure, on parlait de la théorie et de la pratique, Ouais. et tu disais qu'on a beau apprendre à être à écouter un De Niro, c'est pas pour ça qu'on peut le devenir. Moi, j'aimerais savoir ton ressenti quand, une fois que tu as testé la pratique, tu t'aperçois qu'en fait, le négociateur ou la personne que tu formes ne sera jamais un De Niro. Comment tu opères avec lui? Est-ce que tu lui dis la vérité? Quel est ton... Alors, le problème, c'est que je ne pense pas que personne ne peut le devenir. Je pense que tout le monde peut le devenir. Tout dépend maintenant du temps d'adaptation. Du travail. Du travail. C'est de l'humain. On est tous des humains. À partir du moment où tu comprends. Et pourquoi la pratique? Essentiellement parce que ça te met face. Tu fais beaucoup d'erreurs. Et tout ce que l'on fait, la première chose que l'on fait lorsqu'on sort d'un rendez-vous et qu'on n'a pas vendu, on est là, on rumine, putain, et puis on réfléchit à une objection qu'on nous a donnée, à laquelle on n'a pas pu répondre. Et comme dit Michael Aguilar, tu trouves la solution, mais une fois que tu es dans la voiture. Et le fait que ça t'arrive une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, tu as cette objection-là, tu y réponds de manière instinctive. Mais tu sais pourquoi? Parce que tu as été, à mon avis, curieux, tu t'es posé la bonne question. Et il si faut tu la être trouves. curieux. Et Ouais. surtout, il faut être curieux. Alors, la curiosité, ça se développe. Mais comme je dis toujours, la curiosité amène à l'opportunité. Au plus tu es curieux, au plus tu vas t'intéresser, au plus tu vas poser de questions, au plus à un moment donné, il y a quelque chose qui va être sur la table, qui va être visible et sur laquelle tu vas pouvoir jouer. Pourquoi on répète en France ne sois pas curieux, c'est un vilain défaut? Mais ça, c'est tout ce qu'on dit aux enfants. Bien Mais, sûr. on peut en dire Et d'autres. La Fais curiosité attention. mal placée. Fais attention aux personnes étrangères dans la rue, étrangers égale danger, toutes ces choses-là. Est-ce que c'est ça qui crée la timidité et de la prospection? La curiosité, c'est un vilain défaut. On te dit ça pour pas que tu te mêles de la discussion, tout simplement. en fait. Quand t'es Voilà, gosse, quand voilà. t'es gamin, ça te regarde Voilà. pas. Mais c'est très mauvais en fait. C'est Ah oui. très très mauvais. Mais C'est- en soi, ça faut nous être crée des curieux. croyances limitantes. En soi, faut être curieux. Ça Faut crée être curieux. des croyances Mais un limitantes. vendeur tout à qui fait. n'est pas curieux, ça veut dire que c'est un vendeur qui ne posera pas de questions. Donc Ah, un vendeur qui ne posera pas de questions, c'est un vendeur qui n'écoutera pas, qui trouvera pas de problème et qui n'aura pas de solution à apporter. Et pas de C'est la réussite. base de tout en fait. Bien sûr. C'est-à-dire que si t'es pas curieux en soi, tu poseras pas de questions. Donc en fait, Clairement. tu considères que, pour résumer, c'est la répétition qui fait la performance
Et que n'importe quelle personne peut à un moment donné être douée pour négocier, pour travailler dans l'immobilier, pour bien y gagner sa vie. Alors moi c'est ce que je crois, maintenant tout dépend du temps d'adaptation. Il y en a pour qui il faut beaucoup de temps mais malheureusement qui ne tiendront pas. Voilà. Ou par rapport au stress, ou par rapport au manque de confiance, ou par rapport à l'aspect financier. Mais tu sais qu'il y a des personnes qui ont des difficultés, mais qui peut-être à un moment donné, il y aura un déclic. Tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, si on ne pensait pas que tout le monde peut y arriver avec une bonne formation, avec une bonne compréhension, aujourd'hui, on voit un petit peu, on voit des gens qui ne viennent de nulle part et qui sont dans l'immobilier. Et il y a de super histoires qui, justement, moi je connais des agents immobiliers, ils étaient bouchés avant, elles étaient coiffeuses, etc. Elles n'avaient aucune formation commerciale, ils n'étaient pas curieux, ils ont appris le truc, ils sont rentrés dans le mood, comme on dit. C'est plus mes élèves qui disent ça, dans l'ambiance. Voilà, et c'est devenu des très bons. Ils ont appris peut-être plus rapidement que les autres. Et le truc, c'est que ça reste un métier de contact et un métier d'humain. Le seul truc maintenant, combien de temps il te faut pour comprendre que c'est de l'humain et du contact et pas forcément que de la vente et du commercial? Combien de temps il te faut pour prendre confiance en toi? Combien de portes est-ce que tu dois voir se refermer pour que tu puisses comprendre que ça fait partie du jeu? C'est ça aussi le truc. Il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu dis. Est-ce que tu penses finalement que les meilleurs commerciaux, les meilleures réussites sont ceux qui viennent d'autres univers que l'immobilier? Alors, pas tous, mais comment j'explique que ceux qui ne viennent pas, c'est qu'ils n'ont pas d'a priori en fait. Ouais. Ils débarquent comme ça, ils savent pas. C'est la chance du débutant. La chance du débutant n'existe pas dans ce métier-là, et je vais te dire pourquoi. La chance du débutant n'existe pas. Je vois des stagiaires aujourd'hui qui ramènent des mandats. C'est des stagiaires, ils sont en stage, ils vont dans les agences. Et le mois dernier, je débriefais avec un patron d'agence qui a 2 stagiaires à moi et qui m'explique putain, ils ont fait mieux que les commerciaux qui sont là. Et on commence à parler, échanger. Ils sont allés taper tout azimut. Ils sont même allés taper dans les logements sociaux, ils savaient pas. Ouais, Parce qu'ils n'ont pas d'a priori. Ils ont pas d'a priori. Bien Et sûr. le premier, c'est que moi, ça m'est arrivé d'avoir des a priori. Là, je peux vous raconter une histoire. À un moment donné, me dire, là, ça se vendra pas, là, c'est bidon, etc. Et tu repasses une semaine avant, tu vois un panneau à vendre. Tu te dis, merde, t'étais même pas au courant déjà. Le problème, c'est que si j'avais pas eu d'a priori, la rue, j'y passe tous les jours. Si j'avais pas d'a priori, je serais allé toquer. Et il y en a un qui est venu sans a priori, qui a pris le mandat. Voilà. Alors, la chance du débutant, comment est-ce qu'on peut la définir, la chance du débutant? C'est simplement que dans ce métier-là, si tu as des a priori, ça te bloque. Et les stagiaires et les nouveaux et ceux qui rentrent dans le métier, ils font tout et ils tapent tout azimut. Et ils tapent réellement tout sans azimut, sans se poser de questions. Pour parce une que fois, l'objectif qu'on leur faut dit, plus s'en poser. parce que l'objectif qu'on leur donne, l'objectif qu'on leur donne, c'est de prospecter, de ramener du mandat. Déjà, on leur donne pas l'objectif de vendre. Donc il n'y a pas cet objectif de chiffre d'affaires, il n'y a pas cet objectif de rentabilité, il n'y a pas de pression. L'objectif en soi, il faut que tu fasses un maximum de contacts. Et limite, c'est même pas eux qui traitent les mandats d'ailleurs. Souvent, les stagiaires prennent énormément de rendez-vous et souvent ils accompagnent derrière avec les négociateurs, ils vont au rendez-vous, ils voient comment ça se passe et souvent, tu as le patron qui voit que ça se passe bien et il donne justement des libertés ensuite aux stagiaires. Mais les stagiaires ramènent énormément de rendez-vous sur le terrain, alors aussi au téléphone quand on les a bien formés, et là je fais réellement attention. Pourquoi ? Parce qu'ils tapent tout azimut. Ils se posent pas de questions, clairement. Et les nouveaux, lorsqu'ils rentrent dans ce métier-là, ils se posent pas de questions. Voilà. Il faut comprendre que pour beaucoup, ce métier-là, c'est un fantasme. Être agent immobilier, l'argent, Stéphane Plaza, etc. Surtout lorsque tu fais un métier pénible, lorsque tu es, je dénigre pas, mais t'es dans la manutention, t'es chez Carrefour, t'es caissière, etc. T'es à 1 500 € par mois, ou 1 600, 1 700, admettons, etc. Et tu t'aperçois que t'as des agents immobiliers, t'as des collègues, ils visitent des maisons, ils rencontrent des gens, ils discutent, ils rigolent, ils font de l'argent. Pour beaucoup, c'est inaccessible. Et lorsqu'ils ont la possibilité, la chance de faire ce métier-là, ils y vont réellement à fond. Et t'en as d'autres, par contre, qui découvrent la réalité tout de suite et qui comprennent que c'est pas que faire des visites et vendre des maisons et que le métier à la base, c'est prospecter aussi, quoi. Pour toi, en fait, il y a le mythe de l'agent immobilier qui possède en fait une réussite sociale. On peut avoir un ascenseur social très rapide, c'est ça ? Ouais. Que tes stagiaires ou élèves se disent tous. Carrément. Mais il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond, mais ce que je leur dis à mes stagiaires... Il y a une pénibilité qui est aussi... Alors, pénibilité ou pas, il y a une chose quand même qui caractérise ce métier. À part le métier de footballeur, je ne vois pas d'autres métiers où, dans la même entreprise, à contrat égal, à statut équivalent, à conditions de rémunération équivalentes, tu en as un qui peut être à 0 ou à 1000 et un autre qui peut être à 10 000.
C'est-à-dire que tu peux... Et même dans la même boîte. Et c'est ce que je te dis, dans la même boîte. Ouais. C'est-à-dire que tu peux réellement être rémunéré à la hauteur du travail que tu fournis, à la hauteur de la qualité justement de ton relationnel, à la qualité justement de l'organisation de ta prospection et à ta récurrence. Et tu D'accord. peux même Si gagner tu prends deux plus caissières, que le boss. Et tu bosses plus, et tu sûr. gagnes plus que le boss. Et aujourd'hui, moi, je me suis retrouvé face à une problématique, c'est que j'ai un patron qui n'arrive pas à faire évoluer ses managers, à faire évoluer ses négociateurs en managers. Parce que le manager, il te dit, mais pourquoi tu veux que j'aille me faire chier à encadrer des autres alors que là, j'ai construit mon réseau, que je me fais plus que toi. Et il parle au patron, hein. Et souvent, c'est le cas. Par contre, tu prends d'autres métiers. Tu sais, en fait, ce qu'il faudrait qu'il se pose comme question, c'est la scalabilité. Et C'est-à-dire que il se voit dans un secteur restreint, mais si tu gères plus de commerciaux, là, tu as une scalabilité qui est plus importante. Et là, ça va pouvoir te permettre Et de pouvoir... Tu vois, si tu prends tous les autres métiers qu'il y a, je suis d'accord avec toi, Olivier, mais si tu prends tous les autres métiers qu'il y a, je prends toujours l'exemple de la caissière chez Franprix. Tu prends 2 caissières dans la même entreprise, même contrat, même statut, même condition de rémunération. Je vous assure, si à la fin du mois, il y en a une qui a touché 50 € de plus que l'autre, le manager, il va passer un sale quart d'heure, clairement. Et dans l'immobilier, justement, c'est normal. C'est normal parce que on est rémunéré réellement à la hauteur, justement, À la du réussite. travail, à la réussite. C'est pas au travail qu'en qu'on fournit. immobilier, c'est dans tous les boulots où il y a des commerciaux. Les vendeurs de fenêtres, je suppose que tu as aussi des vendeurs Alors, qui vont ouais, faire mais 1000 vendeurs et de d'autres fenêtres, qui vont Non, faire pas 10 000. autant, T'as pas déjà autant, les pas autant, produits. pas autant. T'as En déjà- fait, tu as pas juste à autant, trouver le pas client. autant. Là, bah, dans ça- l'immobilier, tu dois trouver les Pas deux. autant. Chez les vendeurs de fenêtres, déjà trouver quelqu'un qui a 10 000 €, c'est rare. Et il y a quasiment personne à 0, ils ont tous un statut VRP avec un minimum garanti, etc. Là, on est réellement entre le 0 et le 10 000, voire plus même. Et effectivement, ça attire beaucoup de monde. Et lorsque les gens voient qu'au contraire, il y a des réussites, il y a des Mais tu gens- sais, il y c'est a des comme gens les qui ont footballeurs, réussi. parce qu'on donne comme ça les salaires, peut-être des grands footballeurs, mais des Zidane ou des grands footballeurs comme Ronaldo, il y en a, très peu au niveau du pourcentage. C'est pareil dans le Alors, monde c'est des... pas, non, mais des tu prends une équipe conseillers de football, immobiliers. tu prends une équipe de football, t'en as un qui a 1 million d'euros par mois, et t'en as un autre qui a 50 000. Dans des Dans la grands- même équipe, ils font le même, et ils jouent Mais tu sais, ils jouent dans le des, même match. dans des grands réseaux, là, j'ai eu les chiffres dans un grand réseau de mandataires. Je crois que c'est le 2e réseau de mandataires en France. Des gens qui dépassaient les 100 000 € de chiffre d'affaires J'en par connais. an. Il n'y en avait que 100 sur 6 000 personnes. Alors, 100 personnes. Je veux dire que les chiffres alors, sont vraiment le problème, très c'est restreints. que moi aujourd'hui, en toute objectivité, je n'ai pas encore compris quel est le vrai métier des réseaux de mandataires. Est-ce qu'on est sur de l'immobilier Alors, ou est-ce qu'on est sur du MLM? les patrons de réseau, leurs clients sont les conseillers immobiliers. On est bien d'accord? Et derrière, les clients des conseillers immobiliers, ce sont les On est particuliers. bien d'accord. Oui, mais c'est vendu comme du MLM. C'est vendu comme En du tout cas, MLM. Oui, le mais c'est problème, il est l'immobilier que- quand même. S'il n'y a pourquoi pas tu as d'immobilier, il n'y a moins- pas de ML. Oui, mais c'est Alors, vendu en pourquoi tant que tu as tel. pourquoi tu as moins de personnes qui performent justement proportionnellement par rapport au nombre de négociateurs par rapport à un réseau d'agences classiques? C'est pas la même organisation. C'est les pas la mêmes même process. organisation et c'est pas le même management. C'est-à-dire que dans Il une y a agence un maillage classique, qui est plus serré dans une Ouais, on est d'accord. Mais ne serait-ce qu'en termes de management, dans une agence classique ou dans un réseau classique, le manager va passer manager par rapport à l'expérience, par rapport au chiffre d'affaires et par rapport justement à la qualité de son travail. Du coup, on va lui confier une équipe. Dans certains réseaux, alors je dis pas tous, je dis pas que c'est comme ça partout, mais dans certains réseaux, tu deviens manager simplement parce que tu as recruté. Il faut dépasser un Et certain chiffre d'affaires au départ. malheureusement, tu peux ne pas être un super vendeur, Tu mais sais, tu c'est peux être un compliqué bon quand, recruteur et manager une équipe que tu as recrutée. quand tu écris Et là, le par modèle contre, économique. Demain, imagine, tu es patron d'un réseau comme ça, que tu écris le modèle économique. Comment tu fais pour dire, la légitimité pour devenir manager, il faut que tu sois pédagogue, que tu arrives à encadrer, que tu arrives à organiser, que tu arrives à maîtriser les process. Comment tu Alors, fais pour le truc, évaluer c'est- alors, le c'est fait compliqué qu'on d'évaluer, devienne- c'est compliqué. Tu peux l'évaluer. Il y en a qui essayent de le mettre en place. Il y en a qui le mettent en place. C'est-à-dire que tu n'autorises pas à recruter à partir d'un moment où tu n'as pas fait un certain chiffre d'affaires, où tu n'as pas une Ouais. certaine expérience, etc. Ouais, mais ça te donne pas... Une certaine légitimité. Mais le problème, c'est que du coup, ça prend plus de temps. Ça bloque au niveau du recrutement et le réseau, justement, grandit moins vite, en fait. Le problème, il est là. Alors, si on veut faire grandir le réseau rapidement, alors tout le monde peut être amené à recruter des filleuls. Alors, c'est pas et à tout le monde. manager. Pour le numéro 1, il y a des paliers. Pas tout le monde. Il y a des paliers. On parle du numéro 1. Il y a des paliers, effectivement. Mais par contre, chez le numéro 1,
on voit de tout. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir un petit peu des personnes qui recrutent au bout de 2 ou 3 mois, alors que ils ont fait à peine une vente. Par contre, à côté de ça, moi, j'ai l'exemple de plusieurs agents immobiliers. Je prends l'exemple d'une personne en particulier qui s'appelle Audrey, qui travaille du côté des Côtes d'Armor. C'est une ancienne notaire, elle est rentrée justement chez le numéro 1. Et puis, elle a commencé à vendre, elle a créé une équipe, etc. Et en fait, elle, son désir, c'était de créer une agence immobilière, mais elle voulait pas avoir justement toutes les contraintes d'une agence immobilière. D'accord. Donc du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé sa propre activité en tant que mandataire. Elle a vendu, on lui a donné la possibilité de recruter. Elle a recruté une équipe. Et il me semble qu'elle gère à peu près une dizaine de personnes. Du coup, elle forme. Elle a une certaine légitimité déjà administrative en tant que notaire et maintenant avec l'expérience en tant que commerciale. Elle a aménagé un bureau chez elle. Elle reçoit justement ses équipes. Elle forme, etc. Et souvent, elle met aussi la main à la poche de sa propre poche pour pouvoir former ses négociateurs sans forcément attendre que le réseau l'aide justement. Ouais. C'est pour ça pourquoi je suis réellement objectif. Autant il y a des trucs qui peuvent me perturber, mais autant il y a de réelles réussites là-dedans. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça malheureusement. Et lorsque tu prends le volume, allez, on va te dire qu'il y en a effectivement, t'en as peut-être 1 sur 100 qui est comme ça, mais malheureusement derrière, ça peut porter à confusion. Si tu regardes que le négatif, forcément tout le réseau, on va te dire que c'est de la merde. Alors effectivement, il y a de bonnes réussites. Il faudrait que par contre, en termes de qualité, ce soit plus comme ça, quoi. Mais de toute façon, dans les agences traditionnelles, c'est pareil. Il y a des bons et des mauvais. Aujourd'hui, on parle de IAD ou d'autres parce qu'il faut parler d'eux et parce qu'effectivement, c'est le numéro 1 ou le numéro 2. Mais dans tous les cas, vous avez des bons et des mauvais partout. Et tu as différents statuts, Alexandre, ou par exemple, si tu as un statut de salarié dans des réseaux d'immobilier. Il y en a très peu aujourd'hui des statuts de salariés. Le seul type de mol que je peux donner, justement, lorsque tu es dans une agence immobilière, c'est cadré, il y a un patron. En toute logique, il doit y avoir des règles, c'est peut-être sectorisé, etc. On travaille en collaboration. Mais tu as des réseaux, il faut savoir, qui recrutent à peu près... Moi, je vous donne un exemple. Sur une ville à peu près de 25 000 habitants, à avoir, par exemple, 12 agents du même réseau qui eux-mêmes se concurrencent entre eux, quoi, déjà. Oui, c'est beaucoup. Oui. C'est rien que ça, déjà. J'ai jamais vu dans une agence immobilière, parce que normalement, tu as un cadre, tu as un patron, on oriente, on bosse ensemble. C'est sectorisé, même si c'est pas réellement sectorisé, mais c'est plus ou moins défini. Tandis que là, déjà en soi, certains ne se connaissent pas, ne travaillent pas en collaboration, en fait, ne partagent pas leur mandat. C'est autorégulé pour eux. Mais le pire, c'est que lorsqu'un client reçoit 4 ou 5 appels en pige de 4 mandataires du même groupe. Parce qu'il suffit de s'organiser, mais ça existe peut-être. déjà. Par exemple, tu prends par exemple Orpi à Saint-Maur, ils sont plusieurs patrons. Je suppose que ils n'ont pas tous le même logiciel de pige. Ils sont pas tous réglés sur le même logiciel de pige. Donc forcément, il y a Orpi un tel qui va appeler le client, il y a Orpi qui va appeler le client, il y en a un autre qui va appeler le client. Et en fait, ils s'auto-concurrencent. Je sais pas. Moi, je peux te donner l'exemple de Lyon parce que je les connais très bien. Moi, je vois juste après te donner l'exemple d'Agentis. Alors, ouais. Et l'exemple d'Agentis, c'est pareil, Agentis. Non, on a réglé soi. sur Slack un channel où dans la partie Saint-Maur, ils mettent tiens, j'ai rendez-vous avec telle personne. D'accord, mais si jamais il n'a pas réussi à prendre le rendez-vous, il y a bien un autre qui va appeler à la place. Ouais. Voilà, ouais, donc ils se concurrencent entre eux. Ce qui est normal en fait finalement, parce que s'ils ne se concurrencent pas entre eux, et si c'est un mauvais qui a appelé le client ou qui n'a simplement pas réussi à prendre le rendez-vous, c'est-à-dire que tu le laisses à la concurrence. Oui, sauf que Maher dit plutôt que ça discrédite. Je pense que bien sûr, ça discrédite parce que moi, en tant que professeur et en tant que formateur, je fais souvent une expérience. On en a parlé d'ailleurs Olivier au téléphone, c'est que l'expérience que je fais, il m'arrive de temps en temps, je l'avoue en toute honnêteté, mais c'est que il m'arrive de passer de fausses annonces en tant que particulier. Je prends mon appartement en photo et je pose des annonces. Oui, mais en plus c'est très formateur. Mais c'est très formateur dans la mesure où déjà, tu te mets à la place du client. T'écoutes les discours T'écoutes le discours. Le premier jour, tu peux recevoir entre 20 et 30 appels. Donc, tu sais que déjà, si toi t'appelles et que t'es le 10e, 12e, 15e, 20e, va falloir que tu rames justement parce que t'en as 10 qui ont été là avant toi. Mais surtout, t'écoutes le discours des autres et tu t'aperçois aussi souvent soit du professionnalisme de certains, soit du manque de professionnalisme d'autres. Un peu comme Idriss. C'est-à-dire tu finis au téléphone par savoir si la personne elle est professionnelle ou qu'elle manque de professionnalisme. Alors, pas que ça en fait. Moi déjà, c'est surtout pour savoir un petit peu l'expérience, identifier l'expérience client. Aujourd'hui, quand tu passes une annonce immobilière, ne crois pas que tu es le seul à appeler. Bien sûr. Tu as à peu près déjà une dizaine ou une vingtaine de professionnels agents immobiliers qui t'appellent, mais en plus de ça, tu as toutes les nouvelles sociétés, entreprises de communication qui t'appellent pour les annonces, etc. Tu as les diagnostiqueurs qui appellent, tu as ceux qui font du homesteading qui appellent. Tu peux te retrouver facilement en une journée ou en 2 journées avec à peu près 80 appels et 90 textos.
Tu trouves pas qu'il y a de moins en moins de numéros de téléphone dans les annonces de particuliers ? Ils ont raison. Mhm. Mais ils ont raison. Mais complètement. Parce que tant que tu n'as pas essayé ça, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre que justement... alors, maintenant, qui appelle et comment ? Généralement, beaucoup d'agents immobiliers ne veulent plus faire de pige ou ne font pas de pige. Et à qui on fait faire la pige ? À des stagiaires. Alors, les stagiaires, s'il est bien formé, tant mieux. Mais généralement, on se retrouve, je l'ai testé justement, avec une jeune fille qui nous appelle. « Bonjour monsieur, je me présente, je m'appelle Julie de l'agence. Voyez-vous 2 minutes à m'accorder ?» Et puis elle lit le texte, etc. et tout le reste. Ou Alors souvent, ça, c'est les plateformes. Il y a des plateformes de réseaux connus qui utilisent des centres d'appel au Tunisie et Ouais. au Maroc. Beaucoup font ça. Ils se présentent comme les assistants. Ils se présentent pas comme un centre On d'appel. peut plus les arrêter. Ils rebondissent. Alors, ils sans arrêt. rebondissent, effectivement, et ils se présentent comme les assistants de monsieur un tel ou monsieur un tel. Et généralement, ce sont des mandataires, en fait. Ils prennent des rendez-vous pour monsieur un tel ou madame X. À côté de ça, on reçoit énormément de textos. Alors, les textos, des fois, c'est un pâté copié-collé qu'on envoie à tout le monde, etc. Et puis voilà, il y a vraiment tout le monde qui nous appelle. Mais tout le monde qui nous appelle, ça, comme je vous ai dit, ça va de l'agent immobilier et mandataire immobilier. Agence, ça va du diagnostiqueur, ça passe par les nouvelles plateformes. Ça Alors passe quel est le secret ? Par les vendeurs de fenêtres ? Par les non, pas les vendeurs de fenêtres. Moi, j'ai jamais appelé par rapport à une annonce immobilière, par contre. Non. Ça serait bien de refaire vos fenêtres avant de partir. Non, mais ouais, ils vont pas investir. C'est ce que fait. Tu sais, Stéphane avec Plaza, elle, mais ils vont pas mettre 20 000 euros pour vendre. Autant Je vais te révéler un secret, Maher. Avec Alexandre, on regarde les Américains, comment ils prospectent, et ils ont une chaîne en fait où on voit des comment dire. C'est moi Ouais, Monsieur Alexandre Cordani. Et donc on voit les Américains en direct en train de prospecter. Et dedans, en fait, on est allé fouiller et on voit dans les services de l'équivalent de la pige, ils proposent en fait des annonces passées. Des past... Non, c'est les expirés. expirés, voilà. Parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'expirés, ce que je t'expliquais. Et donc, les annonces expirées, est-ce que ça serait peut-être la solution à ce problème-là de trop d'appels, d'appeler ceux qui ne sont plus en vente ? Tu sais, les 70% qui ont échoué du PAP. Mais on les appelle toujours, ces gens-là. Okay. Parce que moi, quand je passe une annonce, je la retire et je me retrouve avec des gens qui appellent parce qu'aujourd'hui, tu as des logiciels de pige qui enregistrent justement les annonces et qui restent. On est tous connectés, que ce soit sur Hector, AC3, etc. L'annonce, alors je sais pas combien de temps elle reste justement sur leur base, mais elle reste toujours. Et tu peux te retrouver, même après avoir vendu, après avoir retiré l'annonce depuis 1 an, recevoir un appel par rapport à une pige qui date d'1 an, qui n'est plus en ligne depuis presque 1 an, quoi. On le fait, ils le font toujours. Ils vont pas directement sur le bon coin. Il y a des logiciels qui répertorient. Je pense notamment à Pigimo, par exemple. Regardez-vous, c'est un logiciel, qui répertorie toutes les annonces de particuliers. Même après avoir été retirées, elles sont encore dans leur base de données et on continue à appeler le prospect. C'est-à-dire que même lorsque mais moi, ça, je l'ai découvert à mes dépens, malheureusement. Je savais plus ou moins comment ça se passait, mais j'enlève l'annonce et puis pendant 4 mois, je reçois des appels. Alors, quelle est la solution ? Qu'est-ce que tu enseignes à tes élèves pour que ça marche ? Alors, en soi, la pige téléphonique, ce n'est pas toute la prospection. Ce n'est pas que la prospection. Faire que de la pige téléphonique, c'est une erreur. On essaye éventuellement. Maintenant, quand tu sais quel discours est-ce qu'il faut adapter, faut pas faire de la pige téléphonique pour dire que tu as un client, etc. Et faire un petit peu... Le but, c'est de te faire inviter. On téléphone pourquoi ? Pour essayer déjà de trouver une problématique et de se proposer de venir la régler, cette problématique, tout en donnant en même temps des conseils et des échantillons au téléphone. Expliquer, voilà. Ce que je dis à mes élèves, et apparemment ça marche bien pour pouvoir tenir la conversation, lorsque dès le début, ils ont agence s'abstenir, écoutez, ah oui, effectivement, je suis pas allé jusqu'en bas, désolé madame. Par contre, ce que je peux vous conseiller pour la prochaine fois, vous retirez l'annonce et vous le mettez au début, peut-être que justement, ça freinera beaucoup de professionnels. Là, vous l'avez mis tout en bas, et c'est vrai que votre texte est assez long, et on ne va pas généralement jusque-là. Enfin, moi, le premier, je suis pas allé, je m'excuse par avance. Voilà. Deuxième truc que je peux vous dire, votre photo est un petit peu bancale. Essayez de trouver une ligne horizontale et de prendre la photo plutôt droite. Et aujourd'hui, vous savez, il y a des filtres, on peut faire des photos un peu plus éclairées que ça. Voilà. Donc, excusez-moi de vous avoir dérangé. Et juste une petite question. Et là, il peut poser une question. Par contre, t'as expliqué, tu t'es excusé. Alors, on dit qu'il faut pas s'excuser en soi, mais si, parce que le mec, déjà, tu l'emmerdes. Tu l'emmerdes, le mec, déjà. Tu dis, écoutez, moi, je vous appelle. Excusez-moi de pas avoir vu. Et par contre, derrière, tu donnes 2 échantillons, tu donnes 2 conseils, tu as donné 2 conseils, et je vous assure que lorsque tu poses une question derrière, il te répond.
et tu lui demandes, et tu peux lui poser comment est-ce qu'il a fait son estimation, est-ce qu'il a eu des visites, oui, non, comment, pourquoi, ok, d'accord, mais pourquoi est-ce que vous avez eu tant de visites et pas d'offres, c'est pas normal. Votre estimation, est-ce que c'est une estimation personnalisée ou une estimation de quartier? Je l'ai faite moi-même sur Le Bon Coin, sur Meilleur Agent, oui, d'accord, mais bon, aujourd'hui, voilà, il faut qu'il y ait à un moment donné le ressenti d'un professionnel. Alors voilà ce que je vous propose. Et après, suite à ça, finalement, tu donnes des conseils. Mais comment on fait pour nourrir le conseiller? Pour nourrir le conseiller. C'est-à-dire qu'il obtienne des mandats, des ventes. Mais il l'a dit, c'est après tu dis voilà ce que je vous propose et tu proposes un rendez-vous. Alors déjà, l'objectif de la pige, il faut comprendre une chose, c'est que l'objectif, c'est quoi? C'est pas de prendre un mandat. Alors oublie qu'il faut que tu prennes un mandat, c'est de mettre un pied chez le client. Ouais. Donc, faut que pour mettre un pied chez le client, il faut que tu puisses lui, déjà au téléphone lui faire comprendre que tu peux lui être utile. Donc trouve une problématique et essaie de répondre à cette problématique-là. D'accord ? Ensuite, il y a autre chose. C'est que ce que font souvent les gens, c'est que tout de suite, ils appellent et ils font des propositions. J'ai un client, est-ce que je peux venir ? J'ai un client, est-ce que je peux venir ? Ce que je dis à mes élèves, essayez d'être différents. Les 2 premières minutes, évitez tous les gros mots. Ne parlez pas de mandat, ne parlez pas de client, etc. Ça va vous imposer quoi ? À poser des questions, à écouter, à définir une problématique et à vous proposer justement de venir y répondre. Ça déjà en soi. Mais le problème c'est que souvent ça marche, mais souvent le mec est tellement saoulé qu'après le 20e appel, même si tu as la meilleure méthode, la meilleure justement des honnêtetés, c'est bon, ça m'a saoulé parce que ceux qui ont fait le travail avant toi déjà ont tout déglingué avant. Et je vous remercie tous d'être venus parce que vraiment on a beaucoup de valeurs qui ont été données là et puis c'est très agréable d'échanger avec Maher parce que là on rentre dans le vif du sujet et on sent que tu nous apportes du savoir. Donc j'espère que vous qui écoutez derrière, vous allez liker, vous allez vous abonner à la chaîne. Merci. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée. Au revoir. À bientôt, merci. À bientôt, Merci. au revoir. Christmas and a happy new year. A long ride home on a bus is worth it, dear. Though we are miles away and the snow doesn't seem the same, I've been singing about you every day, you and your candy cane. New Year's ain't nothing without you. Sometimes love finds a way, finds a way. New Year's ain't nothing when you're not here. I miss our